Bonjour, c'est Mac Adébaran, de la Gazette de Rennes-le-Château, pour les tablettes d'émeraude aussi. Je suis avec Philippe Guillemant. Bonjour à vous. Nous sommes à Carcassonne. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes physicien, anciennement au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle, diplômé aussi de l'école de Paris nationale, enfin, tout ce qui concerne la science, la centrale. On va parler de la physique du futur lumineux, donc votre livre édité chez Guy Daniel, et ensuite on va parler de l'hyperphysique des ovnis en compagnie donc de Eric Zorker chez GMG Éditions. Alors en premier lieu, en ce qui concerne la physique du futur lumineux et toutes vos recherches aussi, déjà en premier lieu ça a commencé avec la route du temps en 2010 chez GMG. Et vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours et comment vous êtes amené à vous intéresser à la synchronicité. Alors je sais qu'il y a eu un livre important pour vous, c'était le dialogue avec l'ange aussi. Et donc le principe de la synchronicité est en fait la double causalité qui a amené au principe de synchronicité dans le concept en fait. Bon, on est dans un champ très large là, de la synchronicité aux ovnis. Qu'est-ce qui m'a amené? C'est tout un parcours de vie, depuis l'enfance. Je vais résumer très rapidement, parce que sinon, j'étais sensibilisé au lien entre le hasard et la conscience dès mon adolescence. J'ai vécu beaucoup de synchronicité dans ma carrière professionnelle, au début de ma carrière professionnelle, sans savoir que c'était des synchronicités. Oui. C'est-à-dire que je suis allé très loin en termes de créativité, d'inventivité, jusqu'à la création d'entreprises. Et le hasard a beaucoup joué dans tout ça. Si j'ai finalement bien réussi ma carrière autour de l'intelligence artificielle, c'est au point d'être bon, c'est parce que le hasard a joué un grand rôle. Voilà. Et donc ça m'a amené à réfléchir, mais ça c'est une réflexion que j'avais depuis l'enfance. Si la conscience agit sur le réel par l'intermédiaire du hasard, comment ça fonctionne? Et donc, en tant que physicien, bien entendu, j'ai beaucoup étudié l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps? Est-ce que c'est déterministe, etc. Et je voulais absolument comprendre comment fonctionnait la synchronicité, parce que j'ai fini par ensuite m'intéresser à la synchronicité. Bon, j'avais lu beaucoup de livres sur le hasard durant mon adolescence, notamment un que je cite dans la physique du futur lumineux, c'est Les racines du hasard d'Arthur Koestler. Celui-là m'a marqué. Et donc, entre toutes ces lectures d'enfance, d'adolescence, et puis mon expérience professionnelle qui m'a prouvé que le hasard jouait un grand rôle, donc je me suis intéressé naturellement au phénomène de synchronicité et à tout ce qui avait pu être écrit sur le temps par les physiciens, notamment français. Et c'est là que j'ai commencé à élaborer la théorie théorie de la double causalité ou de l'espace-temps flexible, parce que c'est pareil, ça revient au même. Et du coup, j'ai décidé d'écrire un livre, mais pour écrire un livre sur la synchronicité, il fallait que je l'expérimente. Et le livre Dialogue avec l'ange a joué un rôle déclencheur, parce que ça m'a aidé à élaborer le protocole qui permettait de provoquer la synchronicité. Voilà. Et après, pour faire le lien avec les ovnis, Jacques Vallée ayant lu La route du temps, mon premier livre, il a vu dans la flexibilité de l'espace-temps, dans la double causalité, une piste, une voie qui permettait de comprendre, enfin de mieux comprendre le phénomène ovni.
Et donc c'est lui qui m'a mis sur... Bon, j'avais déjà lu des livres sur les ovnis avant, mais je doutais, hein, comme tout le monde. Mais lui m'a mis sur vraiment, disons, comme il avait l'air très sérieux. Et il m'a donné des informations d'ailleurs en termes de physique de l'information qui m'ont inspiré, qui m'ont même aidé à voir par quel biais j'allais faire des publications. Donc il a joué un rôle important. Et petit à petit, à travers des lectures, mes rencontres, j'ai commencé à prendre au sérieux ce phénomène. Et puis ensuite, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne, la technologie. Et petit à petit, j'ai fini par, je pense, trouver la réponse. Jacques Vallée, qui est novateur en ufologie, hein, comme Pierre Viroudi ou Éric Songer, justement, qui a écrit à l'époque, en 69, Passeporto Magonia, Le Collège Invisible en 75, qui parlait aussi du système de contrôle, en quelque sorte. Finalement, il abordait un peu ce système de synchronicité, mais bien avant les autres. Et vous êtes entretenu avec lui à l'Éco-Évente, à un moment où il s'intéressait à votre système, justement, des cylindres. Tu parles de Jacques Vallée ? Oui, Jacques Vallée. Oui, ben on en avait parlé. Vous en avez discuté un petit peu. On en avait parlé dès 2011. Hein. D'accord. Il s'est intéressé à... quand on a discuté à déjeuner, on a discuté de... Parce que j'avais fait un slide dans ma présentation à Eco-Event où on voyait 2 cylindres. Oui, c'est ça. Et un ovni que j'avais représenté par une petite boule rouge, avec les 2 situations en dehors de l'espace-temps et dans l'espace-temps avec le temps qui avance, et on voit que l'OVNI il passe par le futur en fait pour s'intégrer finalement à l'espace-temps. Voilà, c'est ça, ça lui a plu. Celle-là, là, il a dit ça, c'est de la physique. Voilà, et d'ailleurs, je l'ai remis donc j'ai mis cette illustration dans Hyperphysique plus OVNI. C'était ça la question? Oui, c'était justement, j'allais vous parler de Jacques Vallée, justement, qui s'était intéressé à vos travaux aussi. Oui, c'est l'espace-temps en fait flexible, mais il y a donc, la double causalité en fait favorise justement la synchronicité. C'est ça qui est intéressant, cet objet dans l'espace-temps en fait. Alors là, on est sur 2 choses différentes, parce que dans la synchronicité, il n'y a pas de technologie qui permet de manipuler l'espace-temps. Hein. La synchronicité, c'est dû au fait que finalement l'espace-temps est une construction collective de la conscience, mais que cette construction n'a pas lieu dans le présent. Dans le présent, on voit les choses de manière très, très matérielle, très déterministe, et effectivement, il y a 2 choses qui jouent. D'une part, la mécanique dans le présent construit le futur, mais proche, et d'autre part, la conscience dans le futur, plus ou moins lointain, construit la direction vers laquelle on va. Et c'est la rencontre des 2 qui engendre le phénomène de synchronicité. Alors on est tous sur des lignes temporelles, sur des lignes de temps. Chaque personne a une ligne de temps qui correspond à sa trajectoire de vie. Mais donc ceci est, dans le futur devient de plus en plus flexible au point que c'est dans le vide intégral que l'espace-temps futur prend sa source, si on peut dire. Enfin, la source est dans le futur. La source de la création, elle est dans le futur. Voilà, c'est-à-dire que plus on est proche du présent, plus tout est déterministe. Plus on va dans le futur, plus tout est fluctuant. C'est aussi le désalignement, justement le futur potentiel aussi. Alors du coup, ça génère la possibilité d'un désalignement entre une trajectoire de vie un peu analogue à la trajectoire d'un GPS. Hein. Une trajectoire de vie, une ligne de temps qui est purement conditionnée, c'est-à-dire que la mécanique plus le conditionnement, système de croyance, jugement, etc., engendre une ligne de temps qui finalement nous enferme dans une matrice de l'espace-temps. À la limite, si on n'avait pas de potentiel créateur, on serait tous prisonniers d'une matrice. Voilà.
si on n'avait pas la capacité de changer de ligne de temps. Donc ça, c'est la ligne de temps, on va dire de l'ego, la ligne de temps du mental. Le mental ne fait que nous maintenir sur une ligne de temps de conditionnement. C'est même le mental qui crée le temps. Mais la conscience, c'est autre chose que le mental. La conscience, elle est de nature vibratoire. Et cette nature vibratoire de la conscience agit dans le futur en adressant de nouvelles lignes de temps potentielles qui, du coup, cherchent à se brancher sur notre ligne de temps actuelle. Et c'est ça qui engendre le phénomène de synchronicité. C'est ça qui engendre les hasards un peu bizarres qui agissent comme guide pour nous faire changer de ligne de temps. Et pour ce qui concerne les ovnis, on est sur autre chose. C'est pas la conscience qui provoque un changement de ligne de temps. Là, on est sur une technologie qui est capable donc de contrebalancer dans le présent, enfin dans le futur proche, le phénomène de décohérence qui est à la base de la fabrique de la réalité. Et donc, c'est comme si, au lieu d'avoir une ligne de temps figée, les ovnis sont capables de créer une bulle macro-quantique qui rend à nouveau possible tout un faisceau de lignes de temps différentes. C'est-à-dire, la fabrique de la réalité n'est pas réalisée à l'intérieur de la bulle quantique. Donc, ce qui laisse la place à une possibilité de modifier la réalité hors du temps, dans le futur proche. C'est ce que font les ovnis pour arriver à s'insérer dans notre espace-temps. Il y a aussi le principe par rapport à la synchronicité de Jung, ou le kairos. La synchronicité de Jung, en fait, dans un de ses livres, il aborde, c'est le mythe moderne, un mythe moderne sur les ovnis, où il parle justement du phénomène aussi en miroir, mimétique. Ça a été en 58, ça a été un des premiers à parler de ça aussi. Ça aussi, c'est intéressant, la synchronicité par rapport à Jung. Jung aussi vous a apporté beaucoup de choses en termes de concepts J'ai pas énormément lu Jung, je sais pas. C'est la collaboration entre Jung et Paoli qui m'a mis sur, et le concept de non-causalité ou acausalité qui était introduit par Paoli, bien que la causalité de Paoli est différente de la non-causalité finalement qui est à l'œuvre, que ce soit dans la synchronicité ou dans les ovnis. Simplement la possibilité que la réalité puisse ne pas se conformer à la causalité, c'est ça qui était à la base de la collaboration entre Jung et Paoli, et qui est à la base du fait que Jung a proposé ce nom de synchronicité, cette hypothèse de la synchronicité, comme construction acausale des événements, c'est-à-dire la synchronicité, c'est une coïncidence entre deux événements qui ne sont pas reliés par la cause, mais par le sens. Le sens. Alors pourquoi le sens? Parce que justement le sens, ça agit un peu comme une information qui vient du futur, alors que la causalité agit comme une contrainte qui vient du passé. Donc voilà, ça c'était une source d'inspiration évidemment importante pour comprendre, pour faire le lien avec les travaux de Jung. Oui. Alors dans l'hyperphysique des ovnis avec Eric Zorcher, vous abordez le concept d'éther, donc le vide qui ne serait pas si vide. Alors concept d'éther qui est très ancien en fait, qui avait été, on va dire, abattu un peu par Einstein. Einstein avait voulu dire que le principe d'éther n'existait pas, il avait voulu prouver que... Mais il y a des auteurs qui sont... des chercheurs qui ont été très intéressants à l'époque. C'est notamment Ernst Worrell Killy,
qui avait fait un générateur éthérique en 1874. Est-ce que vous étiez intéressé à cette expérience-là? Il parlait d'éther, en fait. Et après, il y a aussi tous les principes de Lakowski, des ondes scalaires, des oscillateurs Ohlom, qui eux aussi agissent sur l'éther. Puis il y a Enel aussi. Oui. Enel, c'était le prince Scarriatine. Et puis, à cette époque-là, il y avait aussi l'Institut Boutard, Louis Boutard, les recherches de Eugène Cancelier, dont mon grand-père Guithieu avait été président, donc en géophysique. Et eux abordaient tout ce concept d'éther, éther Enel. Mais bien sûr, il y a tous les travaux aussi de Eric Verlinde et Carlo Rovelli. Et tu as oublié Tesla au milieu. Oui, oui. Mais, donc là, c'est sur la gravité quantique à boucle. Donc, est-ce que vous voulez me parler un petit peu? Ils n'introduisent pas, ils ne parlent pas d'éther. Mais alors voilà, je vais essayer de résumer. Sur l'éther. Bon, d'abord, l'éther n'est pas admis en physique. Hein. Oui. Mais parce que... Elle n'est plus admise, parce qu'avant, oui, en 1800... Il était admis au tout début du siècle. C'est ça. Mais la relativité a... C'est ça. La théorie de la relativité, qui est la théorie la mieux vérifiée à ce jour. Hein. Bon, elle a quelques petits soucis avec l'énergie noire, etc., ce genre de choses. Mais elle est terriblement puissante, aussi puissante que la mécanique quantique. On est obligé quand même d'en tenir compte. Et donc, lorsqu'elle dit que l'éther n'existe pas, c'est pas que l'éther n'existe pas, c'est que l'hypothèse que l'éther est un milieu fixe est fausse. Parce que c'est l'idée que l'espace serait un milieu et que par conséquent, la lumière se propageant dans ce milieu, on ne pourrait pas faire donc l'opération que fait Einstein, qui consiste à dire que la vitesse de la lumière est indépendante du repère, puisque des repères qui se déplacent l'un par rapport à l'autre, ça modifierait la vitesse de la lumière. Or, ceci, il a été démontré que c'était faux. C'est-à-dire que la Terre, par exemple, si à 6 mois d'intervalle, puisque la Terre à 6 mois d'intervalle, elle va dans un sens dans l'espace, puis dans l'autre sens dans l'espace, quand on fait des mesures, on ne trouve pas du tout ce décalage de vitesse, et donc c'est ce qui a fait dire que l'éther n'existait pas. Bon. Mais maintenant, si on veut comprendre l'éther, à mon sens, il faut passer par l'idée que l'espace est une construction. C'est-à-dire que l'espace lui-même n'existe pas. Construction mentale aussi, humaine. Une construction, c'est-à-dire que l'espace, c'est une construction collective de la conscience. Comme la conscience collective. Tous les êtres qui participent à la même réalité. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la matière, les objets, de l'autre, l'espace qui contient tous ces objets, et la conscience de l'espace, la conscience de tous les objets de l'espace. Et là, il y a deux choses qui jouent le même rôle. Il y a une chose inutile. L'espace est inutile puisqu'il y a la conscience. Et Carlo Rovelli, les recherches sur la gravité quantique, tentent à montrer que l'espace est émergent, que c'est une construction. Et d'autres travaux... c'est le champ de X aussi, qui sera un éther. Ça, alors, c'est Verlinde. Oui, non, mais là, je parle de l'espace. Après, on va voir. Donc, il faut déjà commencer par planter le décor. L'espace est une construction. D'accord ? Il n'existe pas réellement. C'est une construction. Il est issu de la conscience collective. La conscience de l'espace remplace l'espace. Si on a conscience de l'espace, on n'a pas besoin d'espace. Effectivement, la physique détruit la notion d'espace de tous les côtés. L'espace est non local, il est en vibration, etc. Bon, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est le vide. Alors, cette fois-ci, je parle du vide intégral. Le vide de fonction d'onde, vide d'information quantique, vide de... ça, ce vide-là, il existe, il est composé de particules virtuelles, c'est le champ de Higgs. D'accord ? Le champ de Higgs ne contient pas a priori d'information quantique. Donc, dans ce vide intégral, on est complètement... règne la non-localité complète. Et ce qui se passe, c'est qu'il existe quand même une ontologie intermédiaire du réel qui est l'ontologie quantique. Alors, l'ontologie quantique, dans l'ontologie quantique, on est en dehors de l'espace et du temps.
C'est-à-dire que lorsqu'on dit en ontologie quantique qu'une particule est partout à la fois, ça ne veut pas dire qu'elle est partout à la fois. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans l'espace. Ça veut dire que l'espace autour d'elle, c'est comme pour la bulle quantique des ovnis, n'existe pas. C'est-à-dire que l'espace n'a pas été construit. D'accord ? Et malgré tout, elle est quand même localement située dans l'espace. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'une particule quantique, elle est partout à la fois, elle n'est pas partout à la fois dans l'espace, elle est partout à la fois dans une zone de l'espace limitée. Et donc là, on a une ontologie intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a une situation intermédiaire entre le vide, qui est parfaitement non local, et l'espace qui est une construction qui est parfaitement locale. Et c'est cette ontologie intermédiaire qui correspond à l'éther. Parce qu'en plus, il existe des travaux qui montrent l'analogie entre l'éther et la fonction d'onde, et même l'équation de Schrödinger. C'est-à-dire qu'on peut concevoir... Alors moi, je le comprends en introduisant un autre temps. Parce que si la mécanique quantique a introduit la notion de particules qui se trouvent partout à la fois, c'est simplement parce que on ne peut pas, par la causalité, déterminer la position de la particule. D'accord ? Mais en réalité, on pourrait adopter une description qui nous ramène à une vision plus intuitive en décrivant la position de cette particule dans l'éther, mais avec un autre temps. C'est-à-dire un temps hors du temps, qui échappe à la causalité. Et donc là, on arrive à comprendre comment l'ontologie quantique peut être remplacée éventuellement. On ne sait pas quelle est l'approche qui va gagner dans le futur. Est-ce qu'on va continuer de parler du quantique, ou est-ce qu'on va petit à petit passer à la notion d'éther? La notion d'éther, elle est quand même assez puissante. C'est-à-dire qu'on aurait une équivalence entre un vortex d'éther et une bulle quantique. Et en fait, c'est ça que j'introduis, inspiré par différents travaux, dont ceux de Chris Esson, qui a fait une publication scientifique qu'il m'a envoyée. Donc, et j'avoue que ça m'a fait réfléchir, parce que c'était le point d'entrée qui me manquait pour comprendre qu'effectivement, on peut réintroduire l'éther à partir de cette approche qui consiste à faire l'analogie entre l'ontologie quantique, qui est quand même très peu intuitive, enfin, franchement, qui paraît un peu presque ésotérique. Hein. Ben, c'est pour ça que je parlais d'Enel. Comment ? Je parlais d'Enel, justement, vous étiez intéressé à ces travaux aussi. Qui ça ? Enel. Et Enel, non, je ne connais pas. Enel, ouais, c'était... il parlait du concept d'éther, justement, mais là, on est dans les... Donc, enfin, l'idée, c'est qu'on peut réintroduire l'éther à condition de faire de l'éther, non pas un milieu statique, mais un milieu dynamique, tournoyant. Et oui, et puis ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on retrouve l'intuition de Descartes, qui, lui, voulait expliquer la gravitation universelle à l'aide de tourbillons d'éther. Et je pense que effectivement, la physique est en train de suivre ce chemin-là, c'est-à-dire, Newton est mis au rencard par Einstein, puisque donc on n'est plus sur une attraction à distance ésotérique. On est passé avec Einstein sur une courbure de l'espace, mais la notion de courbure d'espace apparaît elle-même un peu comme ésotérique, surtout si l'espace n'existe pas réellement. Et on va peut-être revenir dans le futur à une physique qui va réhabiliter la théorie des tourbillons de Descartes. D'accord. Ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la gravité apparaît de plus en plus, non pas comme une force, mais comme un phénomène émergent de la structuration de la réalité. Et là, ce qui m'intéresse ce que j'ai introduit, qui est nouveau dans l'hyperphysique des ovnis, c'est cette idée que le futur, qui est en mouvance permanente, est issu d'une structure d'intrication qui est en mouvance permanente elle-même, et c'est ça qui
c'est les variations de la structure d'intrication qui forment le futur, qui engendrent la gravité. Et donc il y a de la gravité dans le futur. C'est le vide créateur, le chapitre de l'éther médian et l'espace, justement. Voilà, alors je résume mon approche en disant que il faut considérer trois ontologies du réel. Le vide créateur, qui se trouverait à ce moment-là dans un autre versant de notre univers. Donc là, je fais appel à l'espace bimétrique. Donc un autre versant de l'univers qu'on appelle univers miroir, univers jumeau, univers conjugué, anti-univers, etc., qui lui serait complètement non local. Et donc ça, c'est l'ontologie du vide. Ensuite, on aurait l'espace à l'autre extrémité, mais l'espace est une construction, et on a besoin d'un milieu intermédiaire où s'effectue cette construction dans le futur. Et la raison pour laquelle on ne détecte pas l'éther, c'est que l'éther correspond en fait au futur, et qui disparaît dans le présent. Parce que dans le présent, l'espace est construit, il n'y a plus de place pour l'éther. Mais l'éther, d'ailleurs, par exemple, ce qu'on appelle les chakras, ce qu'on appelle l'aura, etc., c'est de l'éther en mouvement. Les travaux qui avaient été faits au MIT, justement, sur les univers énantiomorphes, vous en avez pensé quoi à l'époque? Vous aviez lu un petit peu ces travaux? On ne sait pas d'où ils viennent, hein, mais... Les univers énantiomorphes, c'est-à-dire, on revient sur... oui, c'était les univers miroirs. Voilà, sur le bimétrique. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ces travaux? Il y a plein d'approches différentes qui aboutissent à la même idée d'un autre versant de notre univers, ce qui est facile à comprendre, parce que il existe un Big Bang et il existe des trous noirs. Et au-delà du Big Bang, on s'aperçoit que les trous blancs, on n'a jamais... En miroir, justement. Oui, mais on n'a jamais découvert les... Non. Et alors, au niveau du Big Bang, on s'aperçoit qu'il y aurait ce qu'on appelle un grand rebond. Mais en fait, moi, j'aime pas parler de grand rebond parce que ça suppose l'existence du temps. Le temps est une illusion, donc le Big Bang, il existe encore maintenant, donc il existerait plutôt... Le Big Bang serait un connecteur avec un autre univers. Et les trous noirs seraient également des connecteurs avec un autre univers. Alors, quel autre univers? Et là, moi, j'ai trouvé la solution grâce à mes travaux. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est important, parce que c'est ça qui m'a permis d'aboutir à la certitude qu'on vit dans un univers cyclique. Et que le passé reboucle avec le futur. Alors, j'explique ça, c'est important que je l'explique. Parce que là, je suis sur une certitude. D'accord. Les travaux de la cosmologie, et notamment des travaux les plus publiés depuis 20 ans, qui ont démarré avec la conjoncture de Maldacena sur la passerelle holographique, ont conduit aujourd'hui, se sont fortifiés avec le temps et ont conduit à cette idée fascinante qui est reprise par... même les scientifiques les plus sceptiques, qui est cette fameuse passerelle. Elle a été développée, on se rend compte aujourd'hui d'une équivalence entre deux types de théories. Un type de théorie qui décrit notre réalité à partir d'un horizon, d'une surface horizon, par exemple celle des trous noirs, et un modèle qui décrit l'au-delà de cet horizon, cette fois-ci en volume, et on s'aperçoit qu'il y a une équivalence entre une théorie à 4 dimensions qui décrit donc la surface de l'horizon et une théorie à 10 dimensions qui décrit le volume et qui introduit des dimensions supplémentaires vibratoires. Et la seconde dimension du temps aussi. Vous parlez dans les... Alors non, elle n'introduit pas la seconde dimension du temps, mais donc c'est ce qu'on appelle la conjoncture holographique. Donc qui fait que, les physiciens ne savent pas trop interpréter ça. Effectivement, ça sera toujours difficile à interpréter tant qu'on n'introduit pas la conscience en physique. Mais bon, il se trouve que les dimensions supplémentaires, qui d'ailleurs, on retrouve du coup une partie de la théorie des cordes, les dimensions supplémentaires, on attribue 5 de ces dimensions-là
à la description de ce qui est au-delà de l'horizon. D'accord? Donc, écoutez-moi bien. 5 des 10 dimensions servent à décrire ce qui est au-delà de l'horizon. Or, moi, j'ai passé des années à faire des calculs de Biard pour montrer qu'il n'y a pas de déterminisme dans notre réalité, de ce côté-ci de notre univers, et qu'on a besoin de 4 à 6 dimensions supplémentaires pour décrire notre réalité. Et donc là, je suis en contradiction avec des travaux beaucoup plus fondamentaux, beaucoup plus admis. Mes travaux, moi j'ai fait des publications, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Et il y a une contradiction. Alors, est-ce que je jette ma théorie ou est-ce que j'essaye de concilier? En tout cas, si j'essaie de concilier, il n'y a qu'une seule solution. C'est-à-dire que si j'ai raison dans mes calculs, il n'y a qu'une seule solution pour concilier ça, c'est que l'information au-delà des trous noirs se retrouve dans le futur. Puisque moi, j'ai besoin de dimensions supplémentaires pour décrire le futur. Et donc, si j'accepte, si je considère les travaux de la cosmologie les plus célèbres, finalement, comme justes, ce qui est un peu normal, et si je considère mes travaux comme justes également, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est que nous vivons dans un univers cyclique, et ceci à toutes les échelles. Voilà, et ça c'est très important, parce que du coup, c'est ça qui réhabilite, c'est ça qui, de mon côté, me fait adhérer complètement à cette théorie selon laquelle l'univers aurait un autre versant. Donc l'univers jumeau de Jean-Pierre Petit, ou l'univers conjugué anciennement de Gabriel Chardin, qui lui adopte une autre approche, l'anti-univers de je ne sais plus qui, enfin il y a beaucoup de physiciens, même Sabine Ossendorfer est très séduite par cette théorie bimétrique. Moi, je pense que c'est... Et en plus, ça permet de bien catégoriser, bien différencier la notion de vide, d'éther et d'espace. Le vide, c'est de l'autre côté. C'est l'au-delà, on va dire. En plus, c'est bel et bien un au-delà. L'espace, c'est notre réalité. Et l'éther, c'est le milieu intermédiaire qui puise son énergie dans le vide, par l'intermédiaire des consciences, bien sûr, et qui intervient dans la fabrique de notre réalité, et qui fabrique littéralement le futur, et un futur qui est en mouvance permanente dans ces tourbillons d'éther à différentes échelles. Donc on peut considérer qu'il y a une certaine fractalité de l'univers, puisque le même phénomène de fabrique de la réalité se reproduit à toutes les échelles, sous l'égide de la conscience. Alors, en ce qui concerne le phénomène OVNI, Eric Zorjan, qui n'est pas un nouveau venu, puisqu'il a écrit Les apparitions humanoïdes en 1979, abordait déjà le concept d'effet dose et de dilatation du temps dans ce livre-là. Et donc vous l'abordez aussi, donc tous les deux. Alors il abordait l'effet dose, mais c'est moi qui lui ai dit, qui lui ai proposé de l'interpréter comme une dilatation de façon scientifique aussi, pour apporter une autre vision des choses. Alors, justement, l'effet dose, cette dilatation du temps dont le phénomène OVNI est tout à fait maître. Il maîtrise le temps et l'espace. Et surtout, ça permet d'expliquer justement des endroits très habités, où il y a des routes très habitées, et le fait que le phénomène, en fait, nous plonge dans un effet bulle, dans un effet justement où il nous inscrit dans son phénomène. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept d'effet dose dans sa notion scientifique. Alors déjà, je voudrais revenir sur les travaux d'Eric, parce que Eric, il a fait un travail phénoménal qui consiste à bien répertorier ce qu'il appelle les 8 caractéristiques du phénomène. Son livre, l'énigme de la 8e clé dévoilée. Voilà. Il y a les 8 clés. Les 8 clés, dont donc les comportements hors normes, les déformations temporelles, la dimension conscientielle, la dimension spéculaire, l'intentionnalité, l'élusivité, les protéiformes. Le
cadre protéiforme. Donc par rapport au dieu proté qui se moque de nous, qui nous imite, le phénomène mimétique. Ouais. D'ailleurs, on avait fait des conférences avec Eric justement sur le phénomène mimétique de la vague des dirigeables de 1897, qui justement là agit sur le Zeitgeist et l'inconscient collectif, où elle copie en quelque sorte le mythe qu'avait créé en 1886 Jules Verne, Robert le Conquérant. 10 ans avant, en fait, ils se sont inspirés d'un phénomène d'inconscient, en miroir mimétique. Voilà, on avait fait des conférences là-dessus. Alors, concernant l'effet dose, j'interprète l'effet dose, je relis ce qu'on appelle l'effet dose et les déformations temporelles qu'on observe, enfin les paradoxes temporels qu'on observe, par exemple les temps manquants, etc. Missing time, ouais. Je relis tout ça en disant que tout ça, ça s'explique par la dilatation du temps, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fabrique une bulle quantique, donc on se soustrait du phénomène de décohérence, on crée une espèce de bulle qui acquiert des propriétés analogues à l'entrée d'un trou noir, si on peut dire. C'est-à-dire que l'espace est comprimé et le temps est dilaté. On peut comprendre ça autrement en disant que l'OVNI, il est quand même partiellement inséré dans l'espace-temps, donc il y a un flux entrant et un flux sortant qui doivent être les mêmes, et pour conserver, parce que sinon la bulle acquerrait beaucoup trop d'énergie, et si on veut conserver l'équilibre, si on veut conserver l'équilibre entre flux entrant et flux sortant, on est obligé de dilater le temps. C'est la densification, la dédensification. Voilà, en fait, et ce concept, il est intéressant parce qu'il permet de comprendre comment font les ovnis pour se stabiliser dans l'espace-temps. C'est grâce à leur rayonnement propre. Oui. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de rayonnement propre, le fait de se soustraire à la décohérence les ferait disparaître instantanément de l'espace. Il y a des lumières sans ombre aussi. Ils ont des lumières sans ombre, en fait, aussi. Oui, ça c'est des lumières sans ombre. C'est parce que effectivement l'ontologie à l'intérieur de la bulle n'est pas la même qu'à l'extérieur, etc. On peut se retrouver avec une lumière coupée ou une lumière qui n'éclaire pas le sol, des choses comme ça. Ou même des changements totalement, comme le cas de Morez où le train se transforme en... Et la lumière à l'intérieur d'une bulle quantique, c'est pas la lumière dans notre réalité, c'est une lumière sous ontologie quantique. Elle vient, on va dire, de manière grossière, un peu de partout à la fois. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'ombre. Souvent, d'ailleurs, il faut faire le lien, parce qu'en fait, l'OVNI, lorsqu'il est en dehors de l'espace-temps, il se retrouve dans une situation dédensifiée, qui est analogue à celle de la conscience lorsqu'elle est sortie de son corps. C'est la décohérence, en fait. La décohérence, en fait, qui décohérence. Ils semblent totalement maîtriser le processus de décohérence. C'est pour ça qu'ils arrivent à être présents sans être vus spatialement par un grand nombre. Alors, il y a un dosage de la densité. Alors, la densité, c'est la densité d'information. La densité de présence de l'OVNI, c'est-à-dire que je pense qu'il y a que 1% à 1 pour 1000 de la structure de l'OVNI en tant qu'information qui est présente dans le présent, le reste est dans le futur. Parce que qui dit dédensification dit étalement dans le futur. Et bon, ça part de je résume trop vite, ça part de ma théorie qui, en physique de la conscience, qui dit que la conscience correspond à une certaine épaisseur de temps. Et donc c'est en agrandissant considérablement cette épaisseur de temps qu'on crée une dédensification matérielle. Et c'est ça qui explique que les ovnis peuvent se rendre invisibles. En fait, le phénomène, il voit les possibilités du futur et il choisit la meilleure pour lui, la meilleure ligne temporelle, pour ne pas être vu s'il veut, exuvinesse ou intentionnalité. Quand il s'insère dans l'espace-temps, il ne s'insère pas dans un espace, il s'insère aussi dans un temps. Et quand ils viennent de loin, en dehors de l'espace-temps, de même qu'autour de nous, il y a un espace, ils voient autour d'eux le temps. Et donc, ils voient toutes les lignes de temps, en fait. Ils voient toutes les lignes de temps. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où le temps est spatialisé. Donc, ils peuvent choisir... Post-événementiel. Ils peuvent choisir le scénario de leur visite avant même de s'être dédensifiés. Et une fois qu'ils ont choisi leur ligne de temps, ils se densifient. C'est pour ça qu'ils repartent et qu'il n'y a jamais de traces, ou très rarement. Les traces sont toujours volontaires.
ou de la part, Voilà. c'est toujours l'intentionnalité du phénomène. C'est ça. Ils font semblant d'être en mimétisme aussi des métiers du témoin, de l'effet miroir, de la localité, enfin des mœurs locales, du métier, et aussi parfois des mythologies ou légendes. Ils puisent dans l'inconscient très ancien, alors que la personne ne connaît pas elle-même sa propre légende, mais elle va dans des siècles passés, dans son subconscient. Alors ça vient du fait que lorsqu'on est en situation dédensifiée, on est dans l'éther, on est dans l'astral, si on peut dire, et là, il n'y a plus de mécanique, la mécanique n'a plus cours, et ce qui a lieu est sous l'égide de la conscience, et c'est ça qui engendre tous les phénomènes conscientiels à l'intérieur de la bulle. C'est ça qui permet justement ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a la relation télépathique, il y a tout un tas d'autres avec le psychisme, phénomènes. avec le témoin aussi, la relation psychique. On n'est plus dans un monde local, on est dans un monde non local. Il y a différents effets, par exemple l'effet zoom, c'est-à-dire que les personnes qui sont en situation dédensifiée ou proches à l'intérieur d'une bulle quantique ou proches peuvent avoir la sensation d'avoir une relation télépathique avec l'OVNI. Elles peuvent zoomer sur des parties de l'OVNI d'une façon absolument incroyable. Alors que normalement ils se trouvaient très loin, elles peuvent voir tous les détails. C'est parce qu'en fait il n'y a plus de localité. Donc on est intermédiaire entre un milieu local et un milieu purement non local. Il y a des cas où l'OVNI apparaît sur 2 mètres, et puis quand la personne rentre dans l'OVNI, il fait 30 mètres ou 10 mètres de grandeur. Ça c'est encore un autre aspect qui est dû à la compression de l'espace vu de l'extérieur, qui est concomitante à la dilatation du temps. En physique, la dilatation du temps et la compression de l'espace vont de pair. C'est des bulles quantiques en fait. Il crée des bulles quantiques. C'est une bulle macro-quantique. C'est quelque chose qui n'est pas admis en physique encore. Bien qu'on crée des micro-bulles quantiques et qu'on est obligé bientôt de créer des macro-bulles quantiques si on veut faire fonctionner, si on veut créer des ordinateurs quantiques. C'est ça qui m'a mis sur la piste des cristaux. C'est le fait que pour construire des ordinateurs quantiques, on va de plus en plus vers l'utilisation de certaines propriétés des cristaux. Est-ce que vous pensez que le phénomène pourrait être aussi justement une sorte de... comme vous êtes intéressé de très près à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il pourrait agir comme une gigantesque intelligence artificielle, comme un système de contrôle dont parlait Jacques Vallée dans le Collège Invisible? L'OVNI lui-même? Le phénomène global. Ah oui, mais là, moi, j'ai pas traité ça. On n'a pas voulu traiter ça dans le livre Hyperphysique. On s'est cantonné parce que là, on est obligé de rentrer dans des hypothèses qui frisent qui sont complètement dans la géopolitique. Donc, je ne sais pas si on en parle. On l'a mis hors sujet, même si j'ai pas mal d'idées sur la question. Peut-être pour une prochaine, pour un prochain livre. Ouais. Il y a aussi plusieurs cas intéressants. C'est le cas, par exemple, du train. Par exemple, je pense au cas de Morez, où il y a un couple voit un train qui se transforme en ovni. Ouais. Ou par exemple le TGV de Saint-Clair-sur-Rhône, c'est des gendarmes en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ces cas-là, justement, ce qui vous a intéressé dans ces cas-là, parce qu'ils sont à part justement du reste? Pierre Viroudy avait abordé ces cas-là, il s'était fait un peu... il avait eu des sacrés soucis dans les années 70, puisque ça remettait en cause l'ufologie classique. Ouais. Moi, j'explique ce genre de cas en disant que là, on est sur une provenance différente de nos visiteurs. C'est-à-dire que habituellement, nos visiteurs, je pense qu'ils viennent d'autres espaces-temps ou de notre réalité, disons, peut-être d'autres planètes ou peut-être de base, j'en sais rien. Mais disons qu'a priori, on aurait des visiteurs qui auraient leur propre densité physique, on ne sait pas trop où, et qui utiliseraient une technologie qui passe souvent par la soucoupe ou le triangle, etc., pour nous rendre visite. Là, on n'a pas c'est pas super protéiforme, on sent qu'il y a de la technologie derrière, on sent que la forme ovoïde, etc., sont des formes qui sont un peu imposées par la technologie.
Donc là, c'est, à mon avis, parce qu'on a des visiteurs qui proviennent d'une densité physique. Alors qu'il y a un autre type de phénomène, dont celui-là, comme le train qui se balade dans l'espace, enfin, etc., tout ça, où là, on voit que le phénomène peut prendre absolument n'importe quelle forme, qu'il protéiforme. est complètement protéiforme, et moi, je l'associe à une origine différente de nos visiteurs, qui est, à mon avis, mais c'est spéculatif, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'au-delà. C'est-à-dire que l'au-delà est peuplé par... Alors, quel type d'au-delà? Bon, je voudrais quand même dire que dans une évolution naturelle qui est la meilleure possible de l'humanité, on va vers un futur qui rejoint l'au-delà. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'éveil de la conscience se traduit par de plus en plus de dédensification, et on rejoint naturellement. Donc on pourrait dire qu'on a affaire à des êtres qui viennent de notre futur ultime. D'accord? Puisqu'on peut identifier l'au-delà et le futur ultime. Et là, on est dans un cadre où il vaut mieux parler d'âme que de corps. L'âme, elle a plusieurs vies. De cet autre côté de l'univers, on est complètement dans un cadre protéiforme, c'est-à-dire que chaque entité, chaque conscience, est capable de prendre la forme qu'elle veut. Et on peut alors supposer que ils auraient la capacité de venir s'insérer dans notre espace-temps, alors les plus évolués, parce qu'ils seraient capables d'émettre un rayonnement tel qu'ils n'ont pas besoin de technologie pour ne pas entrer en décohérence. C'est-à-dire que ça, on le voit à travers l'histoire. On voit qu'il y a aussi des êtres très, très, très évolués dans l'histoire qui sont aussi capables de faire ce genre de prouesse. Je pense aux yogis, je pense à certains saints, etc. On voit que la capacité de se téléporter ou la capacité d'entrer en lévitation, etc., c'est quelque chose qui peut être... qui est une propriété naturelle des êtres les plus évolués qui font déjà partie de ce bas monde, quoi. Mais et donc, a fortiori, si on vient de l'au-delà, on pourrait avoir la même capacité. Et là, cette fois-ci, ça permet d'engendrer toutes les manifestations possibles. Donc, on peut envoyer tous les messages possibles à l'humanité. Voilà. Bon, mais ça, on est dans quelque chose de spéculatif, hein, très spéculatif. Bien sûr. Ce phénomène, donc aussi d'élusivité, d'intentionnalité, il s'approche pour mieux se retirer ensuite. Le phénomène agit là-dessus aussi, justement, toujours dans l'inconscient collectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il agit de façon protéiforme aussi en fonction des peurs du moment. Par exemple, je pense à la vague de 1946 sur les fusées fantômes où ça ressemblait à des V2. Et donc ils agissaient sur la peur. Souvent, il y a eu, soit sur les dirigeables, c'était sur le phénomène du steampunk, en quelque sorte. Ils agissent souvent aussi donc, sur, on va dire, l'inconscient mondial, en fait. Ils puisent dans les tréfonds de la conscience. Oui. Conscience, alors, hein, coup, ça, c'est le système de contrôle de Jacques Vallée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Alors moi, j'ai une hypothèse là-dessus. C'est que oui, il y a probablement un système de contrôle. Et si ce système de contrôle n'est pas aussi démonstratif, c'est-à-dire qu'il paraît quand même assez pauvre, hein, franchement, c'est parce que s'il était plus démonstratif, ça risquerait de provoquer une situation de panique, quoi. C'est-à-dire que le phénomène se manifeste en s'auto-décrédibilisant, exactement, de manière à provoquer une évolution de l'humanité, mais par petites touches, parce que si c'était trop brutal, si on aboutissait à la preuve, ça générerait un traumatisme dans le processus évolutif. Et donc je pense que du coup ça fonctionne par petites touches, et donc c'est d'ordre symbolique quasiment, c'est ça. Et donc ça rejoindrait ce que tu dis. Justement, aussi le phénomène parfois montre une réalité locale. Par exemple, un avion, comme les faux avions, la vague de Norvège des années 30,
les faux dirigeables, ou même récemment, où justement le phénomène montre une petite touche de quelque chose qui ne va pas, exprès pour être vu, justement. Parce que si il était identique, il reproduisait identiquement un phénomène réel, eh bien on ne le verrait pas. Et justement, il veut montrer quelque chose, peut-être soit pour nous faire évoluer, soit nous faire involuer aussi. Parce que peut-être on ne sait pas dans quel sens. Je pense que c'est plutôt pour nous faire évoluer. Oui. Parce qu'il n'arrête pas, finalement, le phénomène OVNI n'arrête pas de nous faire la démonstration du fait que nous n'avons pas compris la nature de la réalité. Et je pense que c'est ça le problème principal. C'est-à-dire que le phénomène OVNI n'arrête pas de se manifester sous des formes qui nous montrent qui nous montrent sa grande étrangeté et ce qui nous oblige à remettre en question la nature de la réalité. Et on a déjà fait des progrès considérables en physique qui nous amènent à remettre en question la nature de la réalité. Donc petit à petit, il va y avoir une convergence, puisque là, les ovnis commencent à être acceptés. On demande même aux ingénieurs d'essayer de comprendre aujourd'hui aux États-Unis. Et donc quand il va y avoir cette convergence, eh bien là, on va arriver à remettre en question la nature de la réalité. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je suis peut-être un petit peu en avance, un peu trop, je sais pas. Mais voilà, le plus important dans le processus évolutif de l'humain, c'est la remise en question de la nature de sa réalité, déjà au niveau physique, et ensuite on comprendra la réalité de l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Voilà. Parce qu'on est enfermé dans une ornière. Enfin, on était enfermé, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Grand Virage de l'Humanité, il y a quelques années, qui montre que c'est fini, ça y est, c'est bon, maintenant on est parti dans la bonne direction. Mais sinon, on était enfermé dans une ornière où on restait matérialiste jusqu'au bout, et ça nous conduisait vers un avenir transhumaniste. Et oui. Et on finissait par perdre notre âme. Alors, le phénomène... Alors, je voudrais dire à ce sujet quelque chose qui est... on dira que je suis trop idéaliste, vraiment, je ne sais pas, etc. Mais pour moi, il y a une connexion évidente entre les ovnis et l'existence de l'âme. Ça, c'est clair et net. Je l'explique bien dans le livre. Si on tire le fil des ovnis, on tire en même temps le fil de l'âme. Et c'est probablement la raison pour laquelle il y a eu une grosse mise sous cloche. C'est-à-dire le secret qui existe depuis 70 ans sur les ovnis est lié au fait que s'il y avait des révélations, ça serait trop brutal pour l'espèce humaine, parce qu'on a encore à l'époque des religions, et malheureusement ça ne pourrait pas être absorbé par des systèmes de croyances religieux, alors qu'il faut passer à une vision plus rationnelle de notre réalité, de l'humain, qui passe par la spiritualité, sachant que la spiritualité et la religion, c'est complètement différent. D'accord ? Donc il s'agit là de devenir beaucoup plus éveillé, et je dis bien que le phénomène OVNI nous amène à comprendre que nous ne sommes pas nos corps physiques. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Le phénomène, il crée son futur, il crée les synchronicités, et peut-être pour nous montrer que nous aussi, on doit créer notre futur. C'est un peu l'idée aussi que vous avez, c'est de créer le futur, de créer son propre futur. Je n'ai pas pensé à ça, mais... Peut-être qu'il nous donne un message derrière, en sous-cache. Bon, moi, ça fait que 10 ans que j'essaye de comprendre. Maintenant, je pense avoir bien bouclé la boucle, même s'il me reste encore tas de choses à comprendre. Il y a plein de détails à comprendre. Donc, si moi, j'ai été capable en 10 ans de comprendre le phénomène, alors que ça fait 70 ans qu'il est là, tu imagines bien que, je veux dire, on a déjà compris depuis longtemps. Mais alors pourquoi ça passe pas dans le public? C'est ce que je viens de te dire. Parce que ça correspond à une transformation tellement radicale de la réalité qu'il faut mettre ça, il faut conserver ça sous cloche, dans le secret. Sur une conclusion... Ce qui a pour effet, je voudrais quand même juste le dire un peu, ce qui a pour effet, parce que bon...
Même s'il y a une grande responsabilité de la part de nos élites de l'époque à avoir décidé de ne pas révéler ça, de le mettre sous un secret encore plus important que celui de la bombe atomique, etc., même s'il y a une responsabilité qui doit être reconnue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des dérives. D'accord ? Voilà. Sur une conclusion, est-ce que vous avez un message à faire passer, ou un dernier message à faire passer, peut-être à la communauté scientifique ou à la communauté ufologique ? Les deux. Et l'un et l'autre, ils ont chacun leurs idées, préconçues parfois. Alors je vais situer ça dans un cadre plus large. Il n'y a pas que le phénomène OVNI qui nous permet de comprendre la nature de la réalité, le lien de la conscience, etc. Il y a l'expérience de mort imminente, les perceptions extrasensorielles, bien entendu les synchronicités et bien d'autres phénomènes. Là, je ne parle que des 4 plus... Je veux dire, le phénomène OVNI, il est aujourd'hui reconnu par les autorités. Les expériences de mort imminente sont reconnues par une quantité de témoignages considérables et maintenant on en parle dans les revues grand public. Les perceptions extrasensorielles sont déjà exploitées par différentes écoles, y compris les services secrets, etc. C'est quelque chose qui rentre petit à petit dans l'éducatif. Les synchronicités aussi, c'est en train de suivre le même chemin. Et donc on ne peut pas revenir en arrière. On peut pas, je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Il faudrait qu'on retourne à l'âge de fer très vite. Il faudrait qu'il y ait une explosion thermonucléaire. Sinon, s'il n'y a pas... Et c'est pas possible. Ça n'arrivera pas puisque le nucléaire est contrôlé. Même le phénomène OVNI s'intéresse au nucléaire. Enfin, il fait attention. C'est les OVNI qui surveillent les centrales. Voilà, c'est eux qui surveillent. Ouais. Et donc, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, on n'ira pas vers l'ancienne version de l'humanité qui nous conduisait vers le transhumanisme. Et donc, on va vers cet éveil. Voilà. Et donc, si j'ai un message à donner aux ufologues, les ufologues qui traditionnellement sont ou étaient très tollés-boulons, c'est de s'éveiller à la véritable nature de la réalité et de l'humain, et à comprendre que nous ne sommes pas nos corps physiques, que nous avons une âme, et à s'intéresser à ce que ça peut être. Alors, ce qu'on appelle âme, il faut faire attention. Moi, je pense qu'une âme, c'est quelque chose qui est encore plus super qu'un corps, puisque c'est en quelque sorte un autre corps, mais beaucoup plus, voilà, et multiforme, etc. Donc il n'y a pas à avoir peur. Il faut comprendre que la matérialité est une propriété de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a de la matérialité de l'autre côté. Tout est matière, sachant que la matière, c'est une propriété de la conscience. Donc il ne faut pas avoir peur lorsqu'on parle de l'au-delà, lorsqu'on parle de toutes ces choses-là, de l'âme. Je sais que ce sont des mots qui sont connotés, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots et j'aurais pu utiliser un autre mot. On pourrait parler d'avatar ou je ne sais quoi. On vit dans un monde qui contient de multiples réalités. Et parmi ces multiples réalités, il y a les réalités physiques qui sont issues de constructions collectives, et il y a aussi ce qu'on appelle l'au-delà. Et là, les lois physiques semblent différentes, bien que ça relève de la même physique, mais on vit dans un univers non local, mais qui n'en est pas moins autant matériel. Donc il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur. Ce qui est intéressant, c'est que le phénomène OVNI dans les années 50 s'amusait justement à faire du tollé-boulon, avec des gros boutons, des nanomètres, des scaphandriers. Et au fur et à mesure des années, il s'est dématérialisé, et là, il arrive à un point où il n'y a plus de traces au sol. Il est complètement dématérialisé, on ne voit presque plus le phénomène. Donc il s'identifie avec ce qui se passe maintenant. Oui. On n'a pas abordé cette histoire, je l'aborde. Les ovnis n'ont pas de système de propulsion, ni mécanique, ni thermodynamique, pas de carburant, pas de ce genre de dispositif.
Et Tout simplement parce les pannes, que... c'est des fausses pannes, c'est toujours un scénario. En fait. Voilà, tout simplement parce que dans l'éther, dans l'astral, la navigation, elle est purement vibratoire. C'est-à-dire que pour aller d'un point à l'autre de l'espace ou du temps, les ovnis utilisent un système de navigation purement vibratoire, qui passe par la conscience du pilote, une structure cristalline qui est capable de mémoriser et même de répandre donc l'information de la structure vibratoire liée à la destination, et les parois de l'engin qui sont dont les vibrations quantiques sont entretenues justement par le rayonnement issu de cette colonne cristalline. Bon, ça c'est, je dis ça, il y a d'autres types de technologies possibles, mais la technologie la plus élémentaire, c'est-à-dire ce que j'appelle les vélos de l'espace-temps, ou les bicyclettes de l'éther, on va dire, non, les vélos de l'éther ou les bicyclettes de l'éther, c'est trois choses. Donc, on va dire la conscience du pilote, des propriétés cristallines et des parois qui sont tout ça étant capable de vibrer à l'unisson dans les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, c'est-à-dire dans les dimensions vibratoires, et qui correspondent, et donc ce rayonnement correspond à des ondes longitudinales qui n'existent pas d'après la physique dans notre réalité, mais qui existent complètement dans l'éther, puisque qu'est-ce que c'est qu'une onde longitudinale? C'est une onde toroïdale, et c'est une onde qui finalement transporte un état quantique, enfin, si on peut dire. C'est mal vulgarisé, il faudrait que je l'explique autrement. Onde longitudinale ou onde scalaire, ce sont des ondes qui sont capables de transférer sur plusieurs lignes de temps simultanément. Les oscillateurs, Holland peut-être agissent sur le temps aussi, justement. Alors on est dans scalaire, il faut que la physique introduise un autre temps pour arriver à décrire ce type d'onde. Il y a le physicien russe Shipov qui a essayé de donner les équations du vide, où il introduisait d'ailleurs 6 dimensions supplémentaires, mais à partir du moment où on utilise le temps, c'est forcément faux. Donc il faut introduire un autre temps pour arriver à mettre... C'est ce que j'essaye d'expliquer dans la physique du futur lumineux. C'est-à-dire les physiciens arriveront à trouver les équations qui permettent d'introduire ce qui manque à la physique actuelle, c'est-à-dire les dimensions vibratoires de l'espace-temps, à partir du moment où ils utiliseront un autre temps pour les décrire. Voilà. Et là, on commencera à comprendre, on pourra commencer à mettre en équation ce qu'on appelle les ondes longitudinales, les ondes scalaires, etc., qui interviennent dans la technologie des ovnis. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Eh bien, nous restons, donc nous finissons sur un temps hors du temps. Voilà, sur un temps, c'est ça.